vous fais un dernier petit truc. Alors, c'est un petit clin d'œil. Ce sera la dernière Filiconie pour l'année. Ce sera la Filiconie 86, si mes souvenirs sont bons. Qui est un petit clin d'œil parce que c'est une petite actualité et que cette charmante chose revient vers nous dans 2 semaines. C'est donc la très célèbre et emblématique Vénus d'Arles. J'ai commis une erreur. Elle n'est pas du premier ère commune, mais du premier avant l'ère commune. Donc AEC, LDAC, c'est une hypothèse, mais donc c'est cet objet. Et c'est cette chose. Alors, je vais pas m'étendre, mais je voudrais dire un certain nombre de choses sur cet objet, parce que cet objet est... enfin, je vais tracer des problématiques d'interprétation de cet objet. Donc, cette Vénus est cette Vénus, qui est au départ on appelait une Diane, mais qui a été ensuite nommée Vénus, dite Vénus d'Arles, est une statue romaine qui date probablement de la fin du 1er siècle avant notre ère, donc de la première partie du règne d'Auguste. Et donc j'expliquerai pourquoi, parce que c'est important, et qu'elle est, d'après ce qu'on dit, elle pourrait être une copie d'un original grec dû à Praxitèle, donc aux alentours du milieu du IVe siècle. Donc autant j'ai commencé par la Vénus, par le Athéna pensive, style sévère 460. Là, on est vers 360. On n'est plus du tout dans le style sévère. Là, au contraire, on est dans un truc qui est beaucoup plus baroque, ce que Eugénodore appellerait le baroque hellénistique. On est quelque chose avec beaucoup plus d'effets, beaucoup plus de travail. Donc, je reparlerai tout à l'heure parce que c'est important pour le comprendre. Et qui est probablement donc cette Vénus de Praxitèle qui a disparu et qui était connue sous le nom d'Aphrodite de Thespie. Bon, voilà, il y a plein de choses, etc. Donc, c'est une statue qui est en rhombosse. Elle est traitée en un seul bloc, dans un magnifique marbre blanc cendré à gros grains, qui est identifié comme venant de la célébrissime carrière du mont Hymette, près d'Athènes. Et elle mesure 1,94 m et donc 2,8 m avec le socle. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc, mis à part le fait qu'il y a cette chose, on n'est plus dans le style sévère, mais on est dans l'autre partie de la grande période hellénistique. Donc, on est là pour le coup, alors que de l'Athéna qu'on a vu tout à l'heure, pas de contrapposto. Là, il y a un contrapposto absolument incroyable ce truc, se déhancher, la question des tissus, la question de etc., etc., etc. Cette statue, donc, qui est en marbre de Limette, cette statue, on le sait parce qu'il y a eu des analyses, cette statue était comme toute, elle était polychrome. Toute la couleur a été retirée. On arrive à peu près à savoir aujourd'hui qu'elle devait être colorée, particulièrement sur sa chair, qui devait être recouverte d'une couleur rose, un carnat rose chair, et ainsi que ses cheveux étaient colorés. Tout ça a été évidemment nettoyé. Important. Cette Vénus a été trouvée très exactement le 6 juin 1651, près de l'amphithéâtre. Et elle a été trouvée donc dans une citerne au pied du théâtre antique. Très profond, etc. Et donc elle a été sortie, elle a été cassée en plusieurs morceaux, et elle a été immédiatement identifiée comme étant un objet extrêmement important. Très vite, la rumeur fait qu'on sait qu'à Arles, on a découvert une statue qui est très vite identifiée à un objet, un peu un chef-d'œuvre, etc. Et très vite, Louis XIV réclame que la ville d'Arles lui fasse don de cette sculpture. La ville d'Arles n'a pas trop le choix. La ville d'Arles fait le don de cette sculpture à Louis XIV, qui veut la mettre dans sa grande galerie. Exactement ce qu'il fera. Donc elle sera livrée pour la grande galerie d'Apollon, pas la grande galerie d'Apollon, la grande galerie des glaces. Elle sera livrée en 1685, après être passée entre les deux, entre 1651 et 1685, entre les mains de Girardon, qui va entièrement refabriquer cet objet. Donc techniquement, c'est ce qu'on appelle en architecture une anastylose, c'est-à-dire cet objet ne ressemble pas du tout à ça, puisque cet objet qui est exactement à côté de la Vénus de Milo n'a pas de bras originellement, et donc c'est Girardon qui lui a rajouté des bras. Girardon lui a rajouté une partie des tentures qui sont devant. Girardon lui a recollé le buste et lui a rallongé très légèrement le buste. Girardon lui a rajouté 2 bras, lui a légèrement incliné la tête pour que ce soit plus intéressant et plus baroque. Et il lui a rajouté ces 2 choses qui ont définitivement fait qu'on en a fait un objet type Vénus. C'est qu'il lui a rajouté dans cette main qui ne lui appartenait pas à la main droite, puisque c'est Girardon qui l'a fait. D'ailleurs, on le reconnaît au potelage des petits doigts, qui est tout à fait un potelage XVIIe siècle et pas du tout... voilà. Il lui a rajouté
une petite boule qui est donc une forme de pomme qui renvoie évidemment qui renvoie à la Vénus et le signe de la Vénus, et de l'autre, dans la main, vous avez, qui a été perdu, vous avez un manche qui devait contenir un miroir qui définitivement l'a posé comme étant une Vénus, une statue de Vénus. Alors qu'à l'origine, elle avait été pensée comme étant une Diane. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, ça c'est extrêmement important, donc on en reparlera, cette question de, effectivement, c'est une anastylose, et donc c'est un objet qui a été entièrement reconstruit au XVIIe siècle, et pensé depuis ça au XVIIe siècle. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet objet a été, pendant la période révolutionnaire, réquisitionné par les révolutionnaires en même temps que la Diane du parc est donc menée au Louvre, et qu'elle est au Louvre depuis la toute fin du XVIIIe siècle. Et c'est seulement à partir du début du XXe siècle qu'on a commencé à réfléchir à la question des conséquences de l'anastylose et les conséquences du travail de Girardon sur une reconstruction de cet objet. Donc ce que l'on voit, il faut vraiment avoir en tête que l'objet que nous voyons est une synthèse à la fois, c'est vraiment ce qui est interdit en archéologie et qui pourtant donne un objet esthétique assez étonnant. C'est une synthèse parfaite entre le 1er siècle avant notre ère, c'est-à-dire une copie d'un Praxitèle, et un objet du XVIIe siècle. Et c'est vraiment ça qu'il faut voir, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un objet antique et c'est pas vraiment un objet classique, c'est une composition, une combinatoire entre les deux. On en dira quand même que c'est un parfait objet du XVIIe siècle. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un certain nombre de raisons, c'est-à-dire que l'arrière de la sculpture, est relativement plate. Allez, j'aurais dû vous mettre une image, mais j'ai oublié. Elle est relativement plate, et vous avez un trou derrière, au bas de son dos, qui fait supposer que cet objet servait à décorer ce qu'on appelle le proscenium. C'est-à-dire, pour ça, il faut se figurer ce qui existe encore, puisque nous, au théâtre d'Arles, n'existe plus. Mais si on va à Orange, on a encore un grand proscenium, qui est ce grand mur du fond, sur lequel vous avez des niches, et à l'intérieur duquel il y avait toujours un très grand travail iconographique qui consistait à poser un certain nombre de sculptures, et évidemment, au centre, une grande sculpture de l'empereur Auguste qui était au centre. Et donc, il fallait imaginer que tout ça rentrait dans une grande scénographie de la puissance impériale. Ce que comprend parfaitement Louis XIV, puisque Louis XIV va la faire rentrer dans la Galerie des Glaces précisément pour la même raison. Donc c'est tout ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est cet objet qui est donc un objet particulièrement étrange, qui est donc un objet qui appartient au monde antique, mais qui est entièrement reconfiguré à partir du XVIIe siècle. Aujourd'hui, on se pose encore des questions d'ailleurs comment sortir de ça, mais on ne peut pas, puisque l'objet est sous cette forme-là, et l'objet a été pensé de cette manière-là. Je conclurai sur deux choses qui me semblent, une chose qui me semble être extrêmement importante, qui est que on a compris le parcours de l'œuvre, on sait l'œuvre où l'œuvre est aujourd'hui. Elle est dans la salle 344 du Louvre, dans des Antiques. La question, c'est il faut arriver à comprendre qu'il y a eu un double travail compliqué sur cet objet. Le premier travail compliqué sur cet objet, c'est qu'il est un exemple parfait des aberrations de l'anastylose. C'est-à-dire qu'à un moment, on a assumé de récupérer un objet antique et de reconfigurer cet objet antique à partir d'une idée très 17e de ce qu'était l'Antiquité, parce que ça devait être réutilisé dans un dispositif idéologique. La deuxième chose, c'est que, ça c'est pour le XVIIe siècle, mais c'est pas fini, parce que cet objet a été instrumentalisé de manière idéologique, de manière extrêmement forte, au XVIIe, mais particulièrement au XIXe siècle. Il faut savoir que en 1821, ce qu'on appelle à l'époque la statistique du département des Bouches-du-Rhône, apparente la race arlésienne aux Romains. Et c'est alors que la Vénus d'Arles, c'est-à-dire pour différencier du reste, c'est-à-dire vraiment de considérer que le peuple arlésien et que le peuple provençal est directement génétiquement hérité de la Rome antique. Et pour ça, ils vont utiliser la Vénus d'Arles à la fois comme patronne de toutes les filles d'Arles et comme figure généalogique de la population arlésienne et de la féminité arlésienne. Et donc à partir de ça, il va y avoir, alors chez Aubanel et Mistral, un immense travail de réidéologisation, plus ou moins fasciste par ailleurs, mais de réidéologisation de cette idée que la population arlésienne et les filles d'Arles ont une particularité et qu'elles appartiennent à cette grande lignée, etc. Aubanel va chanter dans sa... Aubanel a écrit un texte qui s'appelle La Vénus d'Arles, son amour pour cette Vénus, dira-t-il, de chair brune au sang chaud.
Et donc, on va reconfigurer toutes ces choses-là. Tout ce que Mistral va faire sur la question de la figure arlésienne, sur la question de la figure de la féminité arlésienne, va être inscrite dans cette image et on va entièrement idéologiser cet objet. Voilà, donc tout ça, je vais finir parce que faut que je laisse la place. Deux conclusions très rapides. Si ce n'est que vous dire qu'à partir du 24 avril, elle est donc au Musée Bleu. Elle est donc au Musée Bleu. Sinon, il suffit d'aller la voir au Louvre à Paris. Deux conclusions essentielles. C'est que, un, cet objet est à la fois un exemple absolument parfait de ce qu'on appelle une anastylose. Une anastylose, je rappelle, c'est une figure archéologique qui consiste à remonter les objets découverts dans une fouille comme ils auraient dû être. C'est-à-dire, par exemple, si vous regardez le théâtre antique à Arles, dans le théâtre antique, il y a 2 colonnes. Ces 2 colonnes sont une anastylose. Il y a un nombre incalculable. Le temple de Castor et Pollux sur le forum romain, c'est une anastylose. Il y en a des quantités infernales d'anastylose. Tout d'un coup, à un moment, quand les archéologues décident de remonter les choses. C'est donc à la fois une anastylose, mais c'est une anastylose compliquée parce que c'est une anastylose qui n'est pas historique, qui est une anastylose esthétique idéologique, puisque au XVIIe siècle, à partir du moment où Louis XIV la récupère, elle doit devenir un objet idéologique dans la configuration du pouvoir et de l'idéologisation du pouvoir de Louis XIV. Et la deuxième chose, c'est qu'elle devient plus un objet comme anastylose, mais elle devient un pur objet idéologique, puisqu'elle va être la grande configuration de ce qu'est cette idée d'une race arlésienne ou d'une généalogie arlésienne depuis la question de l'Antiquité, qui servira évidemment d'une propagande plus ou moins douteuse à partir du XIXe siècle contre l'État central et contre la République, surtout à partir du moment où Mistral va commencer à travailler sur cette question-là. Et donc elle va être une sorte de signature de ce qu'est une généalogie antique. Donc c'est ces deux choses que je voulais montrer sur cet objet qui est par ailleurs absolument magnifique, hein. C'est un objet d'une beauté absolue, mais voilà, c'est ces deux objets, c'est qu'à la fois c'est une anastylose et à la fois c'est un pur objet combinatoire idéologique.